une IPO, c'est en anglais Initial Public Offering, à savoir introduction en bourse. Donc l'idée, c'est très simple. C'est t'as une boîte qui est ce qu'on appelle privée, en tout cas dont tu ne peux pas acheter les actions toi si tu n'es pas en contact direct avec le board, les fondateurs et ainsi de suite. Et où toute transaction se passe entre guillemets de gré à gré, donc tu es obligé, sauf maintenant il y a des petites plateformes qui permettent de le faire, mais globalement tu es obligé de connaître les fondateurs, de faire un contrat, de le signer, qu'on appelle dans la plupart des cas un pacte d'actionnaire ou de réviser le statut, mais bon, pacte d'actionnaire la plupart du temps. Tu signes ce pacte d'actionnaire, nanana, t'envoies l'argent, eux ils envoient un truc, en France en tout cas, au greffe du tribunal de commerce, t'es propriétaire des actions et ainsi de suite. Donc ça c'est quand t'es privé. L'avantage de passer en public, c'est que tout le monde, avec son smartphone, peut acheter des actions en 2 clics. Donc, tu te retrouves avant avec uniquement des gens que tu connais qui peuvent investir, ou des gens que tu vas démarcher, des VC, des fonds private equity et ainsi de suite, blablabla, toute la tripotée de fonds qui investit en privé. Tu passes sur le monde public, donc ces gens-là peuvent continuer à investir, même si c'est pas leur métier, mais théoriquement ils peuvent le faire. Et en plus, tu te récupères tout le marché qui peut investir. Donc, tu te récupères les hedge funds, donc tous les gros acteurs. Tu te récupères les BlackRock et compagnie, les Vanguard. Tu peux être intégré à des ETF. Tu peux avoir des assurances, AXA et ainsi de suite qui viennent mettre de l'argent chez toi. Et tu as Monsieur Tout le Monde qui peut venir mettre 50 € chez toi pour acheter 2 actions. Bon, tu vas me dire, ok, cool, mais ça sert à quoi? C'est un merveilleux moyen de récupérer de la liquidité. Parce que là où avant, tu avais un nombre limité d'acteurs que tu étais obligé de contacter un par un, là, tu t'ouvres à tout le monde qui peut acheter. Tu as un autre problème qui vient avec ça quand même, c'est que tu t'exposes, et on va en parler après, à tout le monde qui peut vendre aussi. C'est-à-dire que tu as les deux côtés de la pièce. Dans une entreprise, quand tu es encore en privé, tu peux pas avoir de panic sell si tu veux. Personne va vendre pour vendre tes actions, même principe, il faut que tu trouves un acheteur, il faut que l'acheteur soit validé par les fondateurs ou par les personnes qui dirigent le board, et ainsi de suite. Donc tu peux pas avoir de genre, hey, je vends tout demain, voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette liquidité. Là, en bourse, tout le monde peut vendre du jour au lendemain et faire effondrer le cours. Donc tu as des nouvelles problématiques, mais mine de rien, c'est un super moyen de trouver de la liquidité pour financer la suite de sa croissance. Donc ça c'est une IPO. Et comment ça se passe? Donc aux États-Unis, tu publies un document qu'on appelle un S1, qui est un document qui explique comment se porte la boîte, quels sont ses chiffres, là de manière auditée, et tu peux pas et plus mentir sur ces chiffres. Ce qui d'ailleurs, on avait parlé de WeWork dans une ancienne vidéo, au moment où WeWork a voulu lancer son IPO, c'est dans ce fameux document, le S1, que tout le monde s'est rendu compte que c'était un peu bullshit et qu'ils avaient magouillé une partie de leurs chiffres, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas donné une vraie image de la réalité. Quand les comptes ensuite sont audités, tu es obligé de dire on gagne tant, on dépense tant, il reste tant, fin de l'histoire. Enfin, truc très simple. Et c'est ça qui a fait péter l'IPO de WeWork. Là, Reddit, j'ai l'impression qu'ils ont donné dès maintenant des vrais chiffres en disant, de toute manière, on n'est pas rentable. Donc quand vous venez, vous savez ce que vous achetez. Ce qui est une bonne stratégie, puisque de toute manière, ça se voit. Donc voilà pour l'IPO. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'IPO, il y a un jour, disons un X mars, bon je pense que ce sera plus loin que ça, mais donc, disons le 20 mars. Et donc le 20 mars, l'action est est introduite en bourse et tout le monde peut acheter à partir de ce moment-là. Et donc tu as un prix de l'IPO, donc le prix d'ouverture. T'achètes et puis ensuite l'action est cotée, elle bouge tous les jours comme toutes les autres actions de la planète. Voilà pour ce que c'est une IPO. Je te laisse répéter quand même la question 2. Ok, maintenant ce qui m'intéresse c'est, lors d'une IPO, je sais que les fondateurs gagnent un certain pactole. Comment ça marche, comment ça se passe et comment aussi sont répartis les gains avec les différentes banques, les acteurs de cette IPO? En fait, si tu veux, les gains et les fondateurs, c'est disons les gains sur techniquement le fait de faire une IPO et les gains liés aux fondateurs, c'est deux choses un peu différentes. Ce qui se passe, c'est que sur une IPO, tu vas donner une valorisation de départ. Donc ta valorisation de départ, disons, là tu m'as dit tout à l'heure, c'est que c'est 5 milliards. Moi j'avais vu des rumeurs autour des 10, mais peu importe. Disons que tu introduis pour 5 milliards.
Ouais. par contre ce principe-là. En fait, juste pour revenir sur ça, les 10 milliards, c'est lorsqu'ils ont fait une levée de fonds en 2021 sur une valeur de 2 milliards. Justement, je crois qu'ils avaient levé 100 ou 200 millions. Et justement, ça fait un peu polémique parce que leur target lors de cette IPO, d'après ce que j'ai lu, serait de 5 milliards parce qu'ils considèrent que c'est une target qui est plutôt réaliste. Et forcément, les derniers entrants lors de la levée de fonds de 2021, c'était une époque différente, avec des valorisations qui étaient totalement différentes, sachant que la Ouais. boîte était même pas encore rentable et je crois qu'ils faisaient même pas encore 500 millions de chiffre d'affaires. Enfin, c'était quand même une valeur de dingue. Hein. C'était 20 fois la valorisation de 20 fois le chiffre d'affaires en valorisation, ce qui paraît assez délirant. Donc Ouais, mais bref, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils visent 5 milliards au lieu de 10. ouais. Ça, en 2021, c'était normal. C'est-à-dire qu'en 2021, 20 fois ton CA, c'était, entre guillemets, c'était pas un problème. Et en plus, je crois que c'était pire que ça parce que c'était 15 milliards la dernière valo sur laquelle ils ont levé. À revérifier, mais je crois que c'était 15. Et, enfin, mais c'était une autre époque. Toutes les valorisations se sont fait défoncer, donc ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. On le voit beaucoup en ce moment, les dernières entrées se font tordre. Mais bon, après, ils ont des clauses dans les packs d'actionnaires, donc je suis pas hyper inquiet pour eux. Tu as des clauses qu'on appelle de liquid pref, donc en gros des clauses de liquidation préférentielle, c'est-à-dire que sur les gains, ils vont récupérer à minima leur investissement. Donc, enfin, ça dépend comment ça a été signé, je connais pas le pack d'actionnaires de chez Reddit, mais pour beaucoup de boîtes, les invests sont quand même plus ou moins protégés. Alors c'est sûr, en 2021, on a un peu dérégulé le marché, donc il y a plein de packs d'actionnaires qui étaient hyper avantageux pour les founders, mais tu as quand même des clauses qui te défendent un peu en tant qu'investisseur. À voir, celle-là, elle reste à checker, j'ai évidemment pas les documents officiels. Et ils sont pas accessibles. Donc, les fondateurs. Donc, déjà, tu as une valorisation cible, disons 5 milliards, et les banques auxquelles tu fais référence, c'est des banques d'affaires, donc en règle générale, les grands noms américains, donc Goldman Sachs, Merrill Lynch, tout ça là, leurs divisions banques d'affaires vont aller chercher des investisseurs pour toi, pour trouver, disons qu'ils cherchent à lever 500 millions sur 1 milliard, sur 5 milliards, donc ils vont mettre en bourse 10% du capital. Donc ils vont prendre ces 10% de capital, c'est ces 10% d'actions-là qui vont se retrouver en bourse, et ils vont les faire acheter par des investisseurs, souvent de très gros investisseurs qui mettent des énormes tickets d'un coup. Tu t'amuses pas à faire des petits trucs. Et ensuite, c'est là que les petits rentrent et les petits achètent pour 50 balles, pour 100 balles, pour 1 million, pour... voilà. Donc sur ces 500 millions, la banque d'affaires reçoit une com. La com, ça dépend de la valo, ça dépend de plein de choses, mais en règle générale, une com d'IPO, t'es entre 1 et 3% de ce que je sais. Encore une fois, je connais pas tout ce qui est pratiqué. Plus t'es risqué, plus la banque d'affaires est payée, mais globalement 1 à 3%. Donc, si tu veux, une banque, quand elle va lever 100 millions, elle va récupérer, disons, 3 millions plus des fees de structuration du deal, des machins comme ça. Donc ça, c'est ce que la banque va récupérer, elle, en, en cash, quoi. Donc 3 millions par paquet de 100 millions, donc tu fais 3 fois 5, 15. Là, sur une IPO comme ça, théoriquement, je ne sais pas qui est la banque derrière d'affaires, mais disons Goldman. Goldman va se récupérer 15 millions plus des fees de structuration. Goldman va récupérer, disons, 17 millions. Grosso merdo, je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Normalement. Ensuite, une fois que tu as retranché ces 17 millions, tu as 400 et quelques millions qui arrivent sur les comptes de la. Du coup, il reste, disons, 480 millions qui arrivent sur les comptes de Reddit. Tu as une partie qui est là pour développer, comme toute levée de fonds normale. Donc, tu te retrouves avec, disons, 450 millions pour développer. Et au milieu de ça, les 30 millions de delta, ils sont répartis entre des gens qui font ce qu'on appelle du cash out. Donc, qui, lors de ce système-là, vendent des actions pour récupérer du cash. Et c'est en effet le moment, comme tu l'as très bien dit, où les fondateurs, la plupart du temps, se goinfrent. Alors, il y a des mecs qui se goinfrent avant, il y a des mecs qui se démerdent très bien pour, à chaque levée de fonds, liquider une partie de leur stock et récupérer du cash. Mais la plupart du temps, ce qui est admis, on va dire, par on va dire le code de chevalerie des startups, c'est tu prends ton blé au moment de l'IPO. Ou au moment de la vente, mais souvent, du coup, pour ceux qui marchent le mieux, au moment de l'IPO.
Et là, bah, les fondateurs, en fonction de ce qu'ils ont, liquident entre 10 et 15, peut-être 20 gros max % de leur stock d'actions. Quand je dis 20% de leur stock d'actions, c'est si il reste 30% au mec, ils liquident entre 3 et 6%. C'est pas 20% sur le global, hein, c'est 20% de ce qui lui reste. Et donc, si tu veux, sur une valo à 5 milliards, ben, si tu liquides, disons, 3%, 3% à 5 milliards, il va falloir faire le calcul, ça va être compliqué, mais ça te fait un truc genre 150 millions, si je dis pas de conneries. Donc le mec se retrouve avec 150 millions dans la poche.